Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis, chères auditrices, chers auditeurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 novembre 2023, au micro Jean-Jacques Dègre, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Après notre émission de septembre consacrée au reporting de durabilité, dans laquelle nous avions reçu Robert Ophel, président de l'autorité des normes comptables, et Pierre Planchon, membre du comité exécutif de KPMG France, nous avons souhaité nous intéresser aujourd'hui au conseil d'administration et à ses comités afin d'évoquer l'évolution de leur rôle, de leurs responsabilités et de leur fonctionnement. Oui Pierre-Yves, et pour s'exprimer sur ce sujet, nous avons la chance de recevoir Helman Lepas de Sécheval, en sa qualité de secrétaire général de Veolia, de membre du collège de l'autorité des marchés financiers et du conseil d'administration de l'Institut français des administrateurs. Après cet entretien très enrichissant, nous ferons tous les deux, Jean-Jacques, le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous avons le projet d'élargissement de la loi anticorruption dite Sapin 2, le legal privilege à la française, l'intelligence artificielle et les conseils d'administration, et nous terminerons par un aperçu des points d'attention fiscaux de cette fin d'année. Puis, comme d'habitude, nous refermerons ce journal avec nos recommandations de lecture. Mais place tout de suite à notre invité pour l'interview menée par Hélène Modicom, directrice de Radio KPMG. Environnement géopolitique international très instable, contexte économique en constante évolution, 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle et bientôt l'ordinateur quantique, urgence climatique qui génère de nouvelles contraintes, de nouvelles réglementations également, comme la directive CSRD et bientôt vigilance. Aujourd'hui, plus encore, les directions générales doivent être à la fois agiles et audacieuses pour se démarquer de la concurrence, mais aussi prudentes pour ne pas mettre l'entreprise en difficulté. Quid du conseil d'administration dans tout cela ? Si sa mission fondamentale ne change pas, son rôle revêt une importance d'autant plus cruciale quand l'environnement des affaires est en profonde mutation. En tant que gardien de la bonne conduite de l'entreprise, le conseil d'administration doit lui aussi être capable d'évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux. C'est justement pour approfondir les nouveaux enjeux auxquels les conseils d'administration sont et seront confrontés dans un futur proche que nous avons convié aujourd'hui au micro de Cap Gouvernance, Helman Lepas de Sécheval. Bonjour Helman. Bonjour Hélène Modicom, c'est un plaisir pour moi de témoigner aujourd'hui pour vos auditeurs. Et c'est un plaisir qui est totalement partagé. Et donc, un grand merci d'avoir accepté notre invitation radiophonique. Helman Lepas de Sécheval, votre carrière est très riche. Elle est riche de nombreuses expériences professionnelles, qu'elles soient opérationnelles ou fonctionnelles, notamment à la Commission des opérations de bourse, l'ancêtre de l'autorité des marchés financiers, ou chez Groupama, dont vous étiez le directeur financier groupe, puis directeur général de Groupama Centre-Atlantique. Vous avez été aussi membre de plusieurs conseils, Lagardère, Score, Bouygues, dont vous avez été aussi président du comité d'audit. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de Veolia et secrétaire de son conseil d'administration. Vous êtes également membre du collège de l'autorité des marchés financiers et aussi du conseil d'administration de l'Institut français des administrateurs. Alors, j'en viens à ma première question. Face au bouleversement que j'ai évoqué en introduction il y a quelques minutes, le rôle des conseils d'administration est amené à évoluer au regard de votre expérience. Quels changements avez-vous observés au cours des dernières années ? Dans une vision un peu plus prospective, quels changements anticipez-vous dans le rôle des conseils ? En 20 ans, puisque c'est sur cette profondeur que je peux analyser les choses, le rôle des conseils d'administration a considérablement évolué. Son champ d'intervention s'est très fortement élargi. Pour caricaturer un peu, au départ, c'était vraiment du contrôle a posteriori des comptes et des prises de décision excédant le plafond de délégation donné au directeur général, mission qu'il remplit toujours au demeurant. Mais d'abord, le poids consacré au sujet a évolué. Je pense aujourd'hui que les conseils d'administration passent moins de temps à examiner la performance passée et davantage de temps à se projeter dans le futur à l'aide de l'examen de la stratégie de l'entreprise. Mais plus important encore, le champ de compétences du conseil s'est élargi. Je vais donner 2 directions qui me semblent principales. Premièrement,
l'examen de la résilience de l'entreprise, la robustesse des résultats, la cartographie des risques et sa performance élargie, l'extra-financier, le social, le sociétal, l'environnemental, la gouvernance, en plus du strict financier. Et je pense que c'est dans cette dernière voie que les évolutions à venir sont le plus à attendre. Nous avons une étape forte en France avec la loi Pacte, avec le changement de l'article 1833 du Code civil, qui fait que l'entreprise n'est plus seulement gérée en fonction de l'intérêt de ses actionnaires, elle l'est toujours bien sûr, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Et je pense qu'aujourd'hui, la finance internationale n'a pas encore fait totalement le deuil du fait que le conseil d'administration est sa chose, son agent, comme on dit dans la théorie économique. Et donc je pense que le conseil d'administration, vu comme le carrefour des intérêts de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, l'entité qui arbitre entre ces différentes parties prenantes, je pense que c'est dans cette direction que la mission et l'exercice de leur activité par les conseils d'administration va encore évoluer. Donc un rôle qui s'est élargi, qui s'est approfondi au cours des 20 dernières années et qui va encore s'élargir. Alors justement, les administrateurs indépendants constituent une des pierres angulaires de ce conseil, puisque leur rôle est notamment de garantir l'objectivité des décisions prises dans le respect de l'intérêt social. Ils peuvent également apporter des compétences spécifiques au conseil et une perspective externe, on va dire, aux défis auxquels l'entreprise est confrontée. Quelles recommandations pourriez-vous prodiguer pour qu'ils puissent mener à bien leur mission ? Je vais peut-être vous surprendre. Je ne suis pas un partisan acharné des administrateurs réputés indépendants parce qu'ils respectent les 6 critères du Code de gouvernance de place, et notamment le critère de présence, de durée de présence au conseil. Mon expérience personnelle, c'est que plus un administrateur est présent depuis longtemps, plus il a du poids dans un conseil d'administration. Parce qu'il connaît mieux l'entreprise, parce qu'il aura connu des succès, des échecs, des crises, parce qu'il est plus âgé, parce qu'il est souvent devenu président de comité. Et un président de comité d'audit, un président de comité de nomination, un président de comité des rémunérations, ça pèse plus qu'un administrateur qui n'exerce pas ses fonctions. Selon moi, tout administrateur, quel qu'il soit, doit faire preuve d'indépendance d'esprit. Et l'écueil à éviter, c'est qu'indépendance soit synonyme d'incompétence. Et donc, si un regard neuf apporte souvent énormément à un conseil, il ne faut pas le nier, mes recommandations aux administrateurs, quels qu'ils soient, indépendants et non indépendants, serait de faire preuve d'un grand professionnalisme. J'entends par là, bien sûr, d'étudier à fond les dossiers du conseil d'administration et des comités auxquels ils appartiennent, mais aussi, entre les séances des dits conseils et comités, se tenir étroitement informé de la vie de l'entreprise, lire les revues de presse, les notes d'analystes, financiers, extra-financiers. Le professionnalisme consiste aussi à s'efforcer de faire preuve de discernement dans l'exercice de son jugement et dans ses prises de parole. S'exprimer à bon escient est clé pour peser dans un conseil. Et finalement, une des qualités recherchées chez les administrateurs, c'est le courage. Le courage de dire les choses, mais aussi le courage de résister aux modes passagères. Écoutez, c'est un éclairage qui est tout à fait intéressant et tout à fait personnel. Alors, justement, elle ment le pas de ses chevals. Si nous nous plaçons maintenant du point de vue de l'organisation, du fonctionnement des conseils et de leurs comités spécialisés, on n'en a pas encore parlé, vous nous avez déjà donné quelques informations, quelques pistes, mais quelles bonnes pratiques avez-vous observées au regard de leurs nouvelles responsabilités et qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années ? L'organisation et le fonctionnement des conseils d'administration s'est énormément professionnalisé avec l'apparition de nombreuses pratiques au cours des dernières années. Pour n'en citer que quelques-unes, l'adoption du programme de travail annuel, des ordres du jour prévisionnels de toutes les séances du conseil d'administration et de tous les comités sur l'année en début d'exercice. Ça permet de vérifier que tout a bien été planifié, qu'aucun sujet n'a été laissé à l'écart, et ça n'empêche pas évidemment d'avoir une certaine souplesse pour repousser ou avancer un sujet, en ajouter un en fonction de l'actualité. Autre exemple, la tenue régulière d'executive sessions, c'est-à-dire de sessions des seuls administrateurs, hors la présence de la direction générale, sans ordre du jour et sans procès-verbal. Chez Veolia, pour vous donner un exemple, ces executive sessions ont lieu à l'issue de chaque séance du conseil d'administration. Pendant une demi-heure, les administrateurs débattent
de la qualité des présentations qui ont eu lieu, de l'équilibre entre les temps de présentation et les débats, lorsqu'il y a eu un intervenant extérieur, s'il avait été bien préparé à intervenir devant un conseil, qu'il soit interne ou externe. Ça concourt à l'amélioration du fonctionnement des conseils de manière considérable. Et j'évoquerai enfin l'évaluation régulière de l'organisation, du fonctionnement et de l'organisation du conseil d'administration. Chez Veolia, cette évaluation a lieu chaque année, 2 années sur 3 de manière sommaire, à l'aide d'un simple questionnaire anonyme dépouillé par le secrétaire du conseil d'administration, et la 3e année, de manière approfondie par un prestataire extérieur avec des entretiens individuels en plus du questionnaire anonyme. Donc des administrateurs très professionnels qui se professionnalisent, j'ai envie de dire, chaque année davantage, dans une perspective justement de forte évolution où le rôle des administrateurs va être amené à évoluer. Nous pouvons légitimement nous demander, est-ce qu'il va falloir faire évoluer les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission? Pensez-vous que les conseils disposent aujourd'hui de moyens suffisants? Et là, j'ai en tête à la fois les moyens financiers, humains et aussi techniques pour justement exercer leurs responsabilités qui sont très importantes pour l'entreprise. Et si ce n'était pas le cas, si tel n'était pas le cas, de quels moyens complémentaires aurait-il besoin? Je n'ai personnellement jamais vu un conseil d'administration se voir refuser par une direction générale de tenir une séance extraordinaire supplémentaire du conseil d'administration ou d'inscrire une question à l'ordre du jour d'une séance suivante du conseil ou d'obtenir des moyens, la mise à disposition d'un conseil juridique ou d'un conseil financier, la fourniture d'une évaluation financière ou d'une opinion juridique. Dès lors, je considère que les conseils disposent des moyens suffisants pour exercer leurs responsabilités. Je pense qu'en cette matière, le secrétaire du conseil d'administration, dont la fonction n'est prévue ni par la loi, ni par le code de gouvernance, est crucial. Il y a d'ailleurs, à l'Institut français des administrateurs, un club des secrétaires de conseil dont je vous invite à prendre, et j'invite vos auditeurs à prendre connaissance des travaux, notamment le guide des secrétaires du conseil publié en juin 2021. Eh bien, écoutez, nous y ferons référence. L'extension du rôle des conseils à de nouvelles thématiques, comme la directive CSRD ou le devoir de vigilance, dans le cadre de l'engagement de l'Europe, avec son Green Deal et sa neutralité carbone à horizon 2050, conduit de facto à une évolution de la responsabilité des administrateurs, qu'elle soit d'ailleurs collective ou individuelle. Comment l'évolution de cette notion de responsabilité est-elle appréhendée, ailement le pas de ses chevals, par les administrateurs ? Comment, à votre avis, peuvent-ils s'organiser pour réduire le risque de mise en cause? Mon expérience est que les administrateurs, très attachés à leurs responsabilités collégiales, s'emparent de ces nouveaux sujets avec un vif intérêt et un grand sens de leurs responsabilités. Ma recommandation en matière d'organisation des travaux du conseil d'administration est de ne surtout pas s'aligner sur un paradigme décrété par on ne sait qui. Il faut faire du sur-mesure et non prendre du prêt-à-porter. Donc, un exemple concret, chez Veolia, nous avons 2 comités RSE. Un comité de la raison d'être, tant cet outil est au cœur de notre performance plurielle, et un comité recherche, innovation et développement durable, tant ces sujets sont au cœur de la transformation écologique qui est notre raison d'être. Intéressons-nous maintenant aux assemblées générales, qui sont un moment privilégié de la vie de l'entreprise, un moment privilégié aussi d'échange entre le conseil et ses actionnaires. Et notamment, intéressons-nous au débat sur les résolutions climatiques, pour lequel beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières années. Donc ça impose une question. Faudrait-il obliger les grandes sociétés à faire délibérer tous les ans les administrateurs sur leur plan climat et son avancement? Pour parler bien français, faudrait-il un say on climate à l'image du say on pay? Faudrait-il un vote, pour être clair, sur le climat à l'image du vote sur les rémunérations? Voire permettre à des groupes d'actionnaires de déposer des projets de résolution? Est-ce qu'il faudrait se limiter à des débats consultatifs ou prévoir des résolutions contraignantes? En bref, comment le conseil d'administration doit-il se positionner face à cette question qui est importante? La question des résolutions climatiques a fait couler beaucoup d'encre en France, avec toutes les opinions possibles exprimées et tous les arguments possibles échangés. Pour ma part, en tant qu'administrateur de l'Institut français des administrateurs, je reste très attaché au principe de séparation, de spécialisation et de hiérarchisation des pouvoirs entre l'Assemblée générale et le conseil d'administration qui constitue le socle de la gouvernance en droit des sociétés français. Pour moi, la stratégie, notamment en matière climatique, relève des prérogatives du conseil d'administration et non de l'Assemblée générale. Dès lors,
la position retenue par le code AFEP-MEDEF d'en faire un point à l'ordre du jour, c'est-à-dire une information sans vote ou avec vote consultatif, non contraignant, si on veut en profiter pour sonder l'adhésion des actionnaires tous les 3 ans ou en cas d'évolution majeure de la stratégie climatique, m'apparaît comme étant la bonne option. Plus que jamais, les entreprises sont mises en cause par des ONG, des activistes, des groupes de pression, principalement justement sur ces sujets liés à l'environnement, au sociétal ou aussi à des sujets de gouvernance. À cet égard, la directive CSRD et le futur rapport de durabilité, qui va être bientôt nécessaire pour les plus grandes entreprises dès 2024, seront des sources précieuses d'informations pour ces parties prenantes qui pourraient leur donner l'idée, je ne sais pas si elles ont besoin d'avoir l'envie, mais au moins l'idée de mettre en cause les directions générales et le conseil d'administration. Comment les entreprises et leurs conseils doivent-ils s'organiser pour gérer ces parties prenantes, à votre avis, et avec toute l'expérience que vous avez? Il y a toujours eu, et il y aura toujours, des inspecteurs des travaux finis pour s'ériger en censeurs de ceux qui agissent, en les critiquant, en disant « ça ne va pas assez vite, ce n'est pas assez », etc. Mais je pense qu'en cette matière aussi, les personnes qui nous observent ont pris énormément de maturité au cours des 15 ou 20 dernières années. On a aujourd'hui des dialogues de très bonne qualité avec des personnes qui ont un souci réel d'améliorer le sort de la planète, pour dire les choses comme ça, plutôt que de faire la critique anticapitaliste par nature responsable de tous les maux et qu'il faut combattre de tous les moyens, notamment de l'intérieur, en utilisant ses propres méthodes, les assemblées générales. Dans les missions du Conseil qui sont apparues au cours des 20 dernières années, figure certainement le suivi de la gestion des relations avec ces parties prenantes, et pas seulement le suivi, mais une partie de la gestion elle-même des relations avec ces parties prenantes. Les roadshow gouvernance, où le président du conseil d'administration, ou, selon le cas, l'administrateur référent, rencontre les départements gouvernance des grands investisseurs et les agences de vote, m'apparaissent une excellente pratique. Beaucoup de groupes, je ne sais pas si je crois que vous en avez parlé il y a quelques instants, beaucoup de groupes se sont dotés d'une raison d'être depuis la loi Pacte. Par ce biais, les entreprises ne définissent plus leur mission comme uniquement liée au profit, mais elles intègrent aussi l'intérêt collectif et donnent sens à leurs actions ainsi qu'à celles de leurs collaborateurs avec un horizon long terme, avec un petit peu de recul puisque la loi Pacte date de 2019. Quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui et avec quelles conséquences pour les conseils d'administration? Dans l'entreprise que je connais le mieux, Veolia, l'élaboration de la raison d'être, très développée, et sa mise en application ont été vécues comme un projet de transformation de l'entreprise et non pas comme un processus supplémentaire de reporting. Un outil au service du modèle économique de l'entreprise et non pas de la philanthropie. Une démarche visant la recherche d'impact et non pas un engagement de moyens. La raison d'être a profondément changé le fonctionnement du conseil d'administration et de toute l'entreprise. C'est une boussole, c'est un cadre de référence qui inspire toute la réflexion stratégique et toute la gestion opérationnelle. Et permettez-moi de vous dire qu'à la lueur d'une expérience récente, quand on est confronté à une situation inédite et pleine d'incertitudes, au hasard, une pandémie de coronavirus, c'est un outil très précieux. Eh bien, écoutez, j'espère que nos auditeurs vont entendre ce message fort et ce beau message. KPMG s'est aussi doté d'une raison d'être récemment. Notre entretien va se terminer, elle ment le pas de ses chevals. Quel est aujourd'hui, selon vous, le casting? Alors, je n'aime pas ce terme, ça fait un peu cinématographique, mais je n'ai pas trouvé mieux. Le casting idéal d'un conseil d'administration? Le casting idéal serait, selon moi, un conseil pas trop nombreux pour laisser une grande place au débat, bien diversifié, en matière de compétences, bien diversifié dans sa composition, connaissant bien les métiers et les marchés de l'entreprise ou étant disposé à investir dans cette connaissance, ne craignant pas la contradiction, l'amour-propre est à laisser au placard, et ayant la culture des débats de haut niveau, de haute intensité, mais courtois. Un grand merci à vous, elle ment le pas de ses chevals. Un grand merci pour ces propos qui étaient aussi d'un grand niveau. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre vision des enjeux auxquels les conseils sont et seront confrontés. Nous avoir suggéré aussi ces bonnes pratiques. Je suis sûre que nos auditeurs vont s'en trouver enrichis au bout de ces quelques minutes d'entretien. Les conseils vont devoir continuer à s'adapter aux mutations, mais c'est un défi qui est passionnant, qui est enthousiasmant, aux mutations de l'environnement en sens très large, afin de jouer leur rôle de gardien du temple et aussi de supervision efficace. Un grand merci encore. Merci à vous.
Poursuivons cette émission avec notre tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance. Commençons, Jean-Jacques, par le projet d'élargissement de la loi française anticorruption. Une consultation publique a en effet été lancée en octobre par l'Agence française anticorruption, AFA, pour son plan 2024-2027. Bien que la réglementation française soit considérée comme l'une des plus exigeantes en Europe, l'AFA entend aller plus loin et l'élever au niveau des standards internationaux les plus ambitieux. Rappelons en effet que l'AFA a été créée par la loi Sapin II de 2016 et s'impose aux sociétés en France d'au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés d'au moins 500 salariés, dont la société mère est située en France, et globalement, dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros. Et que propose l'AFA ? Parmi les sujets évoqués par le projet de l'AFA figure l'extension du champ d'application du dispositif français. Pour les sociétés privées, l'agence évoque l'idée d'une extension des entreprises concernées, par exemple en abaissant à 50 millions d'euros le chiffre d'affaires, ce qui inclurait une partie des ETI, notamment celles qui travaillent avec l'État et les collectivités locales. L'autorité envisage également de renforcer les obligations visant le secteur public, qui sont aujourd'hui moins exigeantes que celles applicables aux entreprises privées. Au travers de cette consultation, l'AFA sollicite l'avis des différentes parties concernées. D'autres propositions dans ce projet de plan ? Oui, puisque l'agence envisage également de donner plus de poids à la fonction de conformité anticorruption dans les entreprises en instaurant une certification du directeur de la conformité, un peu à l'image du délégué de la protection des données dont les compétences sont attestées par la CNIL. Il s'agirait de renforcer tant la compétence que la mission du directeur de la conformité afin qu'il soit plus à même de s'imposer aux directions de l'entreprise les plus exposées aux risques de corruption, notamment, selon l'AFA, la direction des achats. Par ailleurs, sur le terrain de la répression cette fois, si l'agence a plusieurs fois saisi sa commission des sanctions, celle-ci n'a jamais prononcé de condamnation. Sans le regretter expressément, l'AFA envisage néanmoins de renforcer le pouvoir de sanction de cette commission en créant, par exemple, un manquement spécifique à l'obligation de prévention, comme cela existe déjà dans certains pays, tels le Royaume-Uni. D'ailleurs, Jean-Jacques, cela pose la question de la place de la France en matière de lutte contre la corruption depuis la promulgation de la loi Sapin II en 2016. Il est vrai que la France semble n'être pas très bien classée, en particulier par l'ONG Transparency International, et qu'elle stagne depuis plusieurs années autour de la 21e place dans le monde. Aussi, l'AFA espère que le projet de loi Sapin III sera enfin déposé au Parlement et voté par celui-ci. Ce projet prévoit notamment d'inclure les filiales françaises de groupes étrangers et de fusionner l'AFA avec la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, pour avoir plus de poids, notamment vis-à-vis de son homologue américaine. Un sujet que nous aurons l'occasion de développer dans notre prochaine émission de janvier 2024. Continuons ce tour d'actualité avec la tentative de création du Legal Privilege à la française. La nouvelle loi pour la justice, votée il y a peu, avait créé, par amendement, l'équivalent d'un Legal Privilege pour les consultations des juristes d'entreprise. La raison principale en était de protéger les entreprises françaises soumises à des demandes de communication provenant d'autorités étrangères, notamment du Department of Justice des États-Unis, le fameux DOJ, plus particulièrement dans les contentieux de concurrence et ceux relatifs à l'information financière. Et que prévoyait cette loi ? À condition que la consultation soit expressément présentée comme telle et recensée dans une rubrique dédiée au sein de l'entreprise, la loi prévoyait qu'elle ne pourrait être communiquée et saisie dans les contentieux civils, commerciaux et administratifs, ce qui s'étendait, par exemple, aux enquêtes de l'autorité des marchés financiers ou du Conseil de la concurrence. En revanche, la protection ne s'appliquait pas aux procédures pénales et fiscales. Et comment ce projet de texte a-t-il été accueilli ? La mesure ne faisait pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. Les autorités administratives s'en inquiétaient, en particulier l'AMF, les avocats craignaient une concurrence qu'ils estimaient injustifiée, et le MEDEF n'était visiblement pas enthousiaste. Des députés ont saisi le Conseil constitutionnel en estimant que cela créerait une opacité favorable aux entreprises, et celui-ci, le Conseil, a invalidé cette partie de la loi. Cependant, il ne l'a pas fait pour un motif de fond, mais pour un motif de procédure législative. Il a estimé que l'amendement avait été artificiellement rattaché à un article de la loi, ce que l'on appelle familièrement un cavalier législatif.
Ce projet pourra donc être repris dans un autre texte, mais lequel et quand ? La question reste ouverte. Sujet suivant, Jean-Jacques, l'intelligence artificielle, dont l'une des plus fascinantes applications actuelles est le programme ChatGPT. Peut-elle s'imposer dans le fonctionnement d'un conseil ? On peut répondre sans trop de risque que oui, probablement, car l'intelligence artificielle peut s'introduire au sein de toute activité et lui apporter son aide, qui est puissante et peut-être même infinie. Mais quel emploi le conseil pourrait-il en faire ? Je dirais d'abord une aide à la connaissance et à l'approfondissement du fonctionnement de l'entreprise, un affinement et une multiplication de ses données, une comparaison avec ses semblables, une ouverture sur les évolutions déjà enclenchées et sans doute bien d'autres informations utiles. Ensuite, une aide à l'appréciation des conséquences potentielles de toute décision et donc une aide à la prise de décision, en particulier dans le domaine de la RSE et de la durabilité. Aider aussi au contrôle de la mise en œuvre des décisions du Conseil par la direction générale, par la direction financière, la direction de la conformité et d'autres encore si nécessaire, mais également au contrôle des comités spécialisés et, sans doute au premier chef, le comité d'audit. Dans tous ces domaines, c'est probablement les éléments de comparaison avec des entreprises semblables qui seront les plus utiles dans un premier temps. Un outil qui pourrait être extrêmement utile, mais à quel risque le conseil serait-il exposé avec l'intelligence artificielle ? À mon avis, le premier des risques pour un conseil serait justement de ne pas l'utiliser. Ne pourra-t-on pas reprocher à un conseil, un jour, de ne pas avoir bénéficié de la puissance de l'IA pour une décision stratégique qu'il n'aurait probablement pas prise si l'IA avait été consultée? Est-ce qu'un juge ne sera pas tenté d'y voir une faute de gestion, moins dans le résultat que dans l'omission de consulter une application devenue commune? Un sujet qui mérite d'être approfondi sur nos ondes, nous en reparlerons. Avant de refermer ce tour de l'actualité de la gouvernance, faisons un point rapide sur les principaux sujets fiscaux et commençons par l'impôt minimum mondial avec la transposition en droit interne de la directive Pilier 2. Rappelons que ce dispositif complexe vise à instituer un impôt complémentaire à la charge de l'entité mère des groupes multinationaux ayant un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 750 millions d'euros et dont le taux effectif d'impôt des entités de ce groupe localisées dans une même juridiction serait inférieur à 15%. Au titre de l'exercice 2023, les incidences portent essentiellement sur les informations communiquées en annexe des comptes consolidés, qui devront inclure notamment les juridictions où un impôt complémentaire est attendu, ainsi qu'une estimation de l'impact. À partir du 1er janvier 2024, les groupes devront identifier les entités constitutives de chaque juridiction placée dans le champ d'application, puis vérifier si parmi ces juridictions, certaines bénéficient de mesures de sauvegarde, c'est-à-dire ne donnant pas lieu à une imposition complémentaire. Les administrateurs ne pourront manquer de s'y intéresser et, à minima, de s'assurer que l'entreprise satisfera bien à ses obligations déclaratives. Autre sujet fiscal pour les entreprises, le président de la République avait demandé au gouvernement de travailler à une contribution exceptionnelle prélevée sur les grandes entreprises rachetant leurs propres actions avec leurs bénéfices, plutôt que de partager leurs profits avec leurs salariés. Qu'en est-il dans le projet de loi de finances 2024 ? C'est sous le prisme du partage de la valeur dans l'entreprise que cette proposition se matérialiserait. En effet, les entreprises qui négocieraient la mise en œuvre d'un dispositif d'intéressement ou de participation seraient également tenues d'ouvrir une négociation sur les modalités du partage de la valeur qui découle d'une augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices. Et parmi les critères pour qualifier le caractère exceptionnel du bénéfice figureraient notamment les rachats d'actions suivis de leur annulation, à moins que ces opérations ne soient précédées d'attributions gratuites d'actions aux salariés. Et si vous souhaitez plus de détails sur ces sujets fiscaux, nous vous encourageons vivement à écouter l'émission des fiscales de KPMG diffusée le 9 novembre dernier, dans laquelle nos experts de KPMG Avocats décryptent le projet de loi de finances 2024. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture pour nos auditeurs, Jean-Jacques ? Je leur suggère de lire 2 publications du Board Leadership Center de KPMG France, à savoir le numéro 35 de la lettre de la gouvernance, ainsi que le baromètre de la gouvernance ESG, qui dresse les nouveaux enjeux de la CSRD auxquels les conseils se trouvent confrontés. Je compléterai vos conseils, Jean-Jacques, en recommandant à nos auditeurs de réécouter les précédentes émissions de Cap Gouvernance qui restent d'actualité.
Nous vous invitons également à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et également celle de KPMG Avocat. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter sans modération les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous espérons qu'elle vous aura notamment permis de mieux comprendre les défis auxquels les conseils sont confrontés et quelles solutions peuvent y être apportées. Merci pour votre fidélité et nous vous retrouvons avec grand plaisir le 30 janvier pour une nouvelle émission et une nouvelle année.